Ma théorie, c'est que l'intelligence n'est pas une capacité, n'est pas quelque chose d'intrinsèque, n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Il n'y a pas celui-là, il est intelligent et celui-là, il ne l'est pas pour toute la vie. Oui. Il y a celui-là, il est intelligent, pendant cette heure-ci, je l'ai vu intelligent, mais par contre, hier, je l'ai vu très con. Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'interview de Fanny Nussbaum. Fanny Nussbaum qui va nous parler cette fois-ci de son nouveau livre, Le secret des performants. Alors, nous allons parler de performance, nous allons parler d'intelligence, nous allons parler de TDAH. Donc voilà, restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai la certitude qu'elle va être enrichissante pour vous du début jusqu'à la fin. Et donc, maintenant, vous avez sorti, il y a quelques semaines, Oui, quelques semaines, le 13 janvier. un deuxième livre, donc Le secret des performants. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre, justement? Oui, bien sûr. Donc le secret des performants, toujours dans la continuité de ce que je fais depuis à peu près 20 ans, c'est parti de deux observations et aussi frustrations. La première, c'est que on mettait, moi comprise, l'intelligence là où j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire que justement, quand on disait haut potentiel, hein, on disait il y a quelque chose, mais après on peut en faire quelque chose ou pas. Oui. Donc je me disais, ça nous parle que d'une capacité, ça ne nous parle pas d'intelligence. Oui. Elle est où l'intelligence là? Je pense que vraiment on a confondu, que ce soit nous les professionnels de la phylocognition ou de l'intelligence, on a confondu les capacités avec l'intelligence. Et la grande capacité qu'on a confondue avec l'intelligence, c'est la capacité de raisonnement, on pourrait dire la capacité de penser ou la capacité ou la phylocognition. Oui. Donc on les a confondus. Quand on dit intelligence avec un grand I, c'est l'intelligence, normalement l'intelligence du QI, pour le dire rapidement, même si le QI n'est pas forcément corrélé avec la phylocognition, souvent, mais pas forcément. Donc quand on dit intelligence avec un grand I, c'est censé être le QI, donc une capacité de raisonnement. Et quand on dit, quand on parle d'émotions, de sport, de peu importe quoi, eh bien ça va être d'autres types d'intelligence. Donc il y a la grande intelligence, c'est celle du QI, et Ouais. puis Il y a les autres qui descendent. voilà. Et puis après il y a tout un catalogue, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence verbale, l'intelligence ceci, cela, des pieds, des mains, de tout ce qu'on veut. Et on a ce catalogue-là. Alors, ce que je dis, c'est que ce qu'on observe, c'est pas faux, évidemment qu'il y a différentes aptitudes, différentes capacités, mais ce ne sont que des capacités, il n'y a pas d'intelligence là. Ouais. Si façon Daniel Goleman, vous êtes hyper empathique, que vous avez cette capacité à être en relation avec l'autre, de comprendre quelles sont les émotions de l'autre, etc., vous n'avez pas une grande intelligence émotionnelle, vous avez de grandes capacités émotionnelles, relationnelles. Vous avez ces capacités. Et là, capacité comme potentiel, ça implique que vous pouvez en faire quelque chose, ou pas. Donc, où est l'intelligence? Où se situe l'intelligence? Et puis, deuxième frustration, ou deuxième observation, c'est l'observation de la performance. Quand j'ai pu analyser ou observer plutôt des gens performants, donc qu'est-ce que ça veut dire déjà la performance? C'est le fait de pouvoir produire une réussite qui se voit. Alors dit comme ça fait un peu bling bling, mais en fait on peut produire des réussites qui se voient quand on est Mère Teresa. Donc il n'y a pas une question de personnalité du performant, même s'il y a des attributs quand même que les performants ont en particulier. Mais la performance, c'est le fait de réussir, mais pas tout seul dans sa chambre. Je dis souvent, et je l'ai dit dans le livre d'ailleurs, on ne peut pas être performant seul dans sa chambre. On peut être un génie seul dans sa chambre, on peut être phylocognitif seul dans sa chambre, mais on ne peut pas être performant seul dans sa chambre. Pour produire une performance, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour pouvoir le valider en disant « Waouh, tu as fait quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Oui. Tu as fait quelque chose qui fait l'effet waouh, justement. » Donc, la performance, ça peut être une performance pécuniaire, bien sûr, des gens qui parviennent à être millionnaires, milliardaires en étant à la force du poignet, en ayant vraiment transformé les self-made, entre autres. Oui. Exactement.
Ça peut être par des médailles, des grands sportifs, des grands musiciens, alors je ne sais pas si ce sont des médailles mais ou des prix qu'ils vont remporter. Et puis ça peut être aussi par une certaine notoriété, par une certaine reconnaissance sociale, et peu importe qui. Donc voilà, la performance, c'est le fait d'avoir réussi à faire venir des yeux pour voir ce qu'on Pour fait valider au de final chouette. ce qu'on a apporté, oui. C'est D'accord. ça, exactement. Ok. Donc, ces gens performants, ils m'ont toujours fascinée. J'ai toujours trouvé qu'ils avaient quelque chose de fort, de grandiose. Ça les différencie un petit peu, oui. C'est ça, c'est ça. Et j'ai toujours été assez irritée, voire peinée, qu'on les moque. Qu'on les moque parfois pour leur manque de vocabulaire, pour leur vulgarité, parce que vous remarquerez que c'est très très rare, voire je crois que ça n'arrive jamais, qu'on dise d'un intellectuel qu'il est vulgaire. Oui. Alors que les performants, on entend ça très souvent. Parce qu'il y a cette forme de noblesse chez les intellectuels qui veut que... Il y a une espèce de bouclier, et donc oui. C'est ça. Okay. Il y a chez nous, en tout cas, souvent en France, et même peut-être dans les pays francophones, il faudrait peut-être faire une étude pour voir si c'est lié à l'utilisation de la langue, mais je ne suis pas sûre, parce que au Canada, il y a peut-être quand même cette dimension anglo-saxonne qui n'est pas comme ça. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que chez nous, on a tendance à magnifier le raisonnement, les intellectuels, les penseurs. Et c'est pour ça, je pense, qu'on les a élevés au rang des intelligents. C'est pour ça qu'on a dit que c'était eux les intelligents et pas les autres. Donc en dehors de ça, quand on voit un performant, quand on voit quelqu'un qui arrive à taper dans un ballon bien mieux qu'on pourrait le faire, qui arrive à se débrouiller pour faire une belle carrière, être admiré de plein de gens. D'être performant, oui, du coup, dans son domaine. Exactement. Peu importe le domaine. Et ça ne veut pas dire forcément être le plus technique, être le meilleur vraiment à l'école des joueurs de foot, puisqu'on on parle de ça. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui étaient les meilleurs techniquement. Ils ont autre chose. Ça, c'est une dimension qui me fascinait. Qu'est-ce qu'ils ont? Et est-ce que ce ne serait pas ça l'intelligence? Donc, évidemment, j'ai creusé le sujet. Et je crois, je suis même sûre, à vrai dire, d'avoir compris. Et là, pareil, on va dire que je manque d'humilité, mais pareil, peu importe qu'on dise ça. Ceux qui disent ça n'ont pas lu le livre. Probablement, vous êtes un bon vendeur, c'est gentil. Oui, en tout cas, déjà, ça me paraît tellement évident à moi. Et je ne crois pas être mauvais juge, même quand il s'agit de moi-même. Et en plus, j'ai eu de tels retours mais c'est tellement évident, c'est tellement évident que c'est ça l'intelligence. Mais comment on n'y a pas pensé avant? Enfin, j'ai souvent lu ou entendu ça sur cette théorie. Écoutez, j'en suis convaincue, mais c'est vrai que ce serait un peu dommage que je ne sois pas convaincue de ma propre théorie. Donc la voilà, cette théorie. Ma théorie, c'est que l'intelligence donc n'est pas une capacité, n'est pas quelque chose d'intrinsèque, n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Il n'y a pas celui-là, il est intelligent et celui-là, il ne l'est pas pour toute la vie. Oui. Il y a celui-là, il est intelligent, pendant cette heure-ci, je l'ai vu intelligent, mais par contre, hier, je l'ai vu très con. Et très con vraiment dans le sens de pas intelligent. Voilà. Donc l'intelligence, qu'est-ce que c'est selon cette théorie? C'est un état. Et c'est là que vraiment on déplace la définition de l'intelligence. L'intelligence n'est pas un attribut qu'on peut porter en étendard comme ça. Voilà, c'est moi, j'ai tant de QI. Oui. L'intelligence, c'est un état que tout le monde peut atteindre et qui est gradué en plusieurs sous-états. Qui est l'état le plus bas de l'intelligence, comme quand on parle de l'état de conscience, l'état de conscience minimal, il fait quand même partie des états de conscience. Quand on est dans le coma, ça fait quand même partie des états de conscience, alors qu'on n'est pas conscient. Mais donc là, le plus bas de l'état d'intelligence, je l'ai appelé l'antiphase, c'est-à-dire que là, on n'est pas en phase avec son environnement. C'est quand on est... sans décaler ou... Lors d'une conversation, par exemple? Exactement. Quand on se sent décalé par rapport à une conversation, on est en relation avec quelqu'un, on discute avec quelqu'un, et en effet, il n'y a pas ce feeling. Et tout d'un coup,
on sent que pourtant la personne est sympa, il n'y a rien de particulier, mais on sent que les idées, ses propres idées vont pas bien, que l'esprit est grippé, que ça coule pas, et même on n'est pas très à l'aise dans son corps, on n'est pas tout à fait détendu, on ne sait pas où mettre ses mains, etc. Et puis après, ce moment-là, on se dit mais j'aurais dû dire ça, enfin j'aurais dû répondre ça, enfin j'ai pas montré le meilleur de moi-même, la personne va penser ça, etc. Alors que je suis intelligente d'habitude, hein, on se dit version ancienne de l'intelligence. Donc l'intelligence, ça peut être cette antiphase, ça peut être le niveau le plus bas de l'intelligence, c'est qu'on est là en décalage et on n'est pas tout à fait en résonance avec son dans son environnement. Le niveau du milieu, c'est ce que j'ai appelé, j'ai revisité le terme de compétence. Donc la compétence, c'est l'état du milieu de l'état d'intelligence. Donc quand on est en compétence, on est OK, on est plutôt bien dans son environnement. Là, vous et moi, on est probablement en compétence. Quand on est, je sais pas, à un cocktail et que tout se passe plutôt bien, on arrive à discuter un petit peu avec tout le monde, les idées viennent normalement, facilement. Ou quand on est au travail et que les gens viennent nous voir pour nous demander de faire tel ou tel travail, qu'on répond correctement ou qu'on répond correctement dans la relation, et bien là, on n'est pas proactif, mais on est OK, on est bien en harmonie avec les siens, avec son environnement. Ça ne veut pas dire parfois on ne se dispute pas, etc. Mais à ce moment-là, en tout cas, on est en compétence, donc en intelligence, OK. Et ça ne sort pas du coup non plus de la norme, entre autres. C'est ça. Et là, quand ça va sortir de la norme, on va être dans l'état supérieur de l'état d'intelligence, qui est la performance. Quand on est en performance, j'ai donné l'image de la balançoire dans mon livre pour parler de la résonance, puisque j'utilise beaucoup cette métaphore de la résonance, être en résonance dans son environnement. Donc la balançoire, quand elle se balance à peu près normalement, tranquillou milou, elle est en compétence, la personne qui est dessus est en compétence. Et puis, quand tout d'un coup, on arrive à toucher, à faire en sorte que les pieds touchent le ciel, quand on sent là que son cœur virevolte, son cœur se soulève quand on atteint à nouveau le ciel avec ses pieds, quand on sent le vent comme ça sur son visage, on est connecté avec tout son univers, et bien là, c'est une métaphore de la performance. La performance, c'est cet état, comme on dirait, ce flow, ce moment où tout d'un coup ça coule. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un travailleur, que les choses arrivent facilement. C'est la finalité de ce qu'il y a eu avant. Tout à fait, c'est ça. C'est la fin du processus, la performance. On entre d'abord en compétence, et puis après, on saute le pas pour aller, ou plutôt c'est même pas forcément le pas, c'est même on se jette dans le vide, hein, ça peut les deux images conviennent. Mais en tout cas, voilà, la performance, c'est quand tout d'un coup, hop, on est comme sur un nuage et on va arriver à dérouler. Et ça, cet état-là, les performants, c'est-à-dire ceux qui vivent cet état de performance plus souvent que vous et moi, eh bien cet état-là, les performants l'expliquent bien. Donc j'ai interviewé 16 performants pour ce livre. Des gens, je ne pense pas que j'arriverai à citer les 16, mais qui me vient, le tout premier sur la liste, c'est Emmanuel Pierrat, qui est un avocat assez connu, qui écrit 15 livres par an, qui est vraiment, alors je pense, philo-cognitif et performant. Ensuite, je crois qu'il y a Mélanie Hassel, qui est 6 fois championne de France de voltige aérienne et qui n'avait pas son bac au départ, qui l'a passé plus tard. Enfin, il y a Francis Kurkdjian, qui est un grand parfumeur qui a fait le parfum Le Mal de Jean-Paul Gaultier, maintenant qui a sa propre maison de parfumerie qui marche super bien. Julien Fournier, qui est un grand créateur de mode, qui va avoir bientôt son documentaire sur Netflix, qui est une personne bonne et ultra créative et vraiment très différente, mais ils le sont tous. Sacha Goldberger, qui est un photographe hors pair et qui est devenu un ami ensuite. Voilà, plein de Hatton, qui est tireur d'élite, qui était tireur d'élite au GIGN et qui maintenant est acteur, auteur de livres à succès, qui est un personnage incroyable. Gaël Bonnet-Sanchez, qui est en train de créer Interstellar Humanity, qui va envoyer de l'ADN dans l'espace. Emmanuel Durand, le patron de Snapchat. Muriel Toiti, qui a créé, dirigé le Technion de France pendant 17 ans.
voilà, des gens, j'en oublie, et pardonnez-moi pour ceux que j'oublie, mais des gens vraiment extraordinaires. Hors norme, ouais. Oui, hors norme. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'hors norme? Parce qu'en fait, ce sont tous des gens comme vous et moi. Ils n'ont rien d'extraordinaire. Quand vous leur parlez, vous voyez que, bah oui, ils ont une personnalité, oui, ils ont suivi leur chemin. Mais quand on les observe, on voit qu'ils n'ont pas particulièrement... D'éléments qui les différencient au final de vous et moi, d'accord. Exactement. Ils n'ont pas une histoire forcément chaotique ou forcément équilibrée. On aurait pu dire, ben voilà, quand on se prend des coups dans la figure, on a plus envie d'y aller. Pourquoi pas, mais c'est pas le cas de tous, en tout cas, ce sera à étudier. Ils ont tous des personnalités très différentes, ils viennent de milieux sociaux très différents. Certains viennent vraiment presque du ruisseau, sans vouloir faire pleurer dans les chaumières. D'autres sont plutôt de familles bourgeoises ou même font partie de l'aristocratie. Je pense à mon amie Laura Restelli, que j'ai oublié de citer, qui est issue de l'aristocratie italienne. C'était pas dit dans le livre, alors je sais pas si on peut le dire, mais enfin, je crois pas qu'il y ait à en avoir honte. Donc voilà, il n'y a pas de constante à ce niveau-là. Par contre, il y a une constante dans l'état qu'ils arrivent à atteindre, bien sûr, qui est la performance, mais dans comment ils ont l'habitude de se mettre dans cet état. Parce que, comme en méditation, certains qui méditent tous les jours et qui ont cette habitude ou ça naturellement d'entrer à l'intérieur d'eux-mêmes et en même temps qu'ils vous parlent, ils sont en même temps en eux-mêmes et ailleurs. Il y en a qui ont ça plus naturellement et puis d'autres moins. Eh bien là c'est pareil, pour entrer en performance, on peut apprendre de ces gens qui assez naturellement savent se mettre en état de performance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas connu l'antiphase et qu'ils ne la connaîtront pas. On peut être en performance pendant des années, enfin souvent pendant des années plutôt, et puis connaître une traversée du désert et puis à nouveau être en performance ou pas. C'est un état, donc l'état par définition c'est quelque chose d'éphémère. C'est justement parce qu'ils ont connu cette antiphase, entre autres, qu'ils ont pu aussi arriver à être en performance après? C'est possible, mais ils ne décrivent pas tous cette antiphase. Évidemment, ils l'ont tous connu, on a tous connu tous les états. Donc forcément, ils ont tous connu cette antiphase. Donc certains parlent de leurs difficultés en disant « c'est ça qui m'a poussé vers l'avant ». Et d'autres, pas forcément. Ceux qui disent... Il y a des gens qui disent c'est une persévérance, une foi dans ce que je voulais. Je voulais pas en démordre et je suis allée vers ce que je voulais. Point. Je vous parlais de Julien Fournier. Bien sûr, il a vécu des difficultés. Il explique par exemple que sa tante l'habillait en veste prince de Galles pour aller à l'école. Bon, forcément, il n'était pas tout à fait comme les autres petits garçons et il était moqué pour ça. Donc il a vécu ces difficultés, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit vraiment ça. Et lui non plus, d'ailleurs, n'en parle pas comme quelque chose qui a forcément fait qu'il a été ensuite. Mais il explique qu'il est allé en fac de médecine, donc bien sous tout rapport. Avant, il jouait du piano, il a eu son bac bien comme il faut, bien sous tout rapport. Il est allé en fac de médecine, ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui vont en fac de médecine sont bien sous tout rapport, mais en tout cas, voilà, il a fait le truc un standard bien, quoi. Et puis, il a abandonné la fac de médecine en disant un jour, il a convoqué ses deux grands-pères et il leur a dit, écoutez, je m'aperçois qu'en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de créer. Et c'est comme ça qu'il est allé à l'école de mode, dont je ne me souviens plus le nom, mais aidé, soutenu par ses deux grands-pères. Ses deux grands-pères ont dit, voilà, tu vas bosser, toi tu rapporteras un tiers de l'argent qu'il faut pour ces études-là, et nous un tiers chacun. Et donc chacun a rapporté son tiers, et très vite il a été très bien rémunéré dans ses stages parce qu'il a fait la différence. Et voilà, et c'était parti. Et ensuite il a créé sa propre maison de haute couture. Il a été, je crois qu'on dit labellisé haute couture, ce qui est vraiment un gage d'excellence. C'est une très belle histoire, mais en tout cas, il parle plutôt d'une enfance heureuse, il ne parle pas de difficultés, il dit que... Voilà, il n'y aura pas de cause au final à cet état de performance, d'accord. En tout cas, pas de l'ordre d'être en antiphase forcément avant. Je ne suis pas sûre qu'on doive être en antiphase avant, mais encore une fois, point d'interrogation, parce que là, ce sont simplement mes observations. Là,
Il faudrait voir si statistiquement ça se retrouve ou pas. Ce serait une étude très très intéressante à faire. D'accord. Et donc au final, quels sont les points communs qui regroupent un petit peu toutes ces personnes, les 16 personnes que vous avez rencontrées? Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes à toutes ces personnes? Oui, il y a des points communs dans la performance, dans cette éprouvée de performance. Des points communs chez les performants que j'ai interrogés, chez les performants en général, et chez nous tous quand nous vivons la performance. Nous la vivons à peu près tous de la même manière. Donc il y a 3 éléments qui sont les points communs de la performance, qui sont d'abord au niveau de l'énergie. La performance, c'est une énergie hyperactive. Quand on est en performance, c'est-à-dire quand on est en train de finir le processus pour taper la balle de match, la performance, c'est le bout du processus. Hein. Ouais. Donc quand on est en performance, on va vite, on pense vite, on a vraiment, tout est connecté et on va très vite. Et puis on déclenche très vite. Donc ça fait toujours partie du premier point. On déclenche très vite. Ça ne veut pas dire qu'on ne raisonne pas, parce que je critique beaucoup la raison dans mon livre. Je critique beaucoup la pensée algorithmique, donc le fait de raisonner, de rationaliser, la pensée critique, etc. Je critique moi-même la pensée critique. Je la critique pour la performance. Je ne la critique pas en général. En général, étant moi-même ou me prenant moi-même pour une intellectuelle, j'aurais un peu de mal de dire qu'il faut pas raisonner. Donc l'intelligence, ou plutôt pardon, à son plus haut degré, la performance, quand on est en performance, on ne réfléchit pas, on ne réfléchit plus, on déclenche l'action et on arrête de réfléchir, on laisse son intuition parler. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est justement cette intuition et ce fait d'être connecté. On a la conscience qui est totale, j'appelle ça la conscience totale, parce qu'on est connecté à tout. C'est comme quand on est sur la balançoire et qu'on sent tous les éléments, on sent le vent, on sent en même temps toute la nature autour de soi, on sent la personne qui pousse la balançoire, on sent tout ça comme si on était connecté à l'univers. Donc ça, là, il y a cette conscience totale. On n'est pas dans cette pensée, cette conscience sélective où on est là en train de se casser la tête sur un problème, en train de réfléchir, d'avoir la concentration, de reprendre petit A, petit B, petit C. On n'est pas là-dedans. On est vraiment, on déroule. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est l'autonomie mentale. Dans cette autonomie, on est, comment dire, le performant, ou quand on est en performance, on quitte le groupe pour finalement l'amener avec soi. C'est-à-dire que souvent on dit que les performants ce sont des individualistes, etc. Je ne crois pas. En fait, je crois qu'on voit qu'ils sont seuls dans la lumière, donc on voit seulement l'individu, mais finalement, ce que parvient à faire le performant, ou la personne quand elle est en performance, c'est de quitter les sentiers battus pour faire un pas de côté, et amener les autres à adhérer à ce pas de côté, à coopérer ensemble, c'est un pléonasme, à coopérer pour aller vers cette nouvelle idée, vers cette nouvelle manière de voir les choses, etc. Donc quand on voit un Roger Federer ou un Rafael Nadal dans leur façon de jouer au tennis, techniquement, on peut dire que Federer est top, mais j'imagine que les pros du tennis diront qu'il a certains défauts. Nadal, on pourra dire que son coup droit n'est pas très académique. Mais tous les deux ont su emmener les gens, vous, moi et des millions d'autres avec nous, dans leur univers, ont su nous amener avec eux. Et il y a d'autres joueurs de tennis qui sont tout aussi bons techniquement, qui sont tout aussi, je sais pas, sympas, chouettes, peu importe, ou imbuvables, j'en sais rien, mais ils sont pas imbuvables tous les deux, ils sont vraiment de chouettes gars. Donc, qui sont tout aussi ceci ou cela, et qui pourtant n'ont pas réussi à transformer l'essai. Qu'est-ce que c'est la performance de Federer et de Nadal, au-delà de gagner des matchs? C'est d'emmener tout le monde pour voir le moment où ils gagnent ces matchs et où ils sont extraordinaires. Voir cette performance, donc. Ouais. De voir cette performance. D'accord. Donc voilà, le performant, il crée une coopération. Et même, il crée une coopération parce qu'il y a des contres. Il y a des gens contre la performance de telle personne, contre l'idée qu'on puisse faire ceci ou cela.
Et donc, il y a une communauté qui se crée autour de la performance. Alors, la performance, ça peut être la performance de Marcel Tartampion, un dimanche après-midi avec ses copains. Il est en train de faire une course à vélo et tout d'un coup, il a la baraka et il va mettre 2 longueurs à ses copains. Et les copains vont lui dire waouh, mais Comment t'as fait? voilà, t'as mangé du lion aujourd'hui. Alors, j'imagine qu'il y a des gens derrière qui diront il y avait quelques cachets, mais imaginons que non, pas du tout. Eh bien, voilà, Marcel Tartampion, ce jour-là, il fait quelque chose qui est extraordinaire pour les copains de Marcel Tartampion. S'il avait fait ça tout seul dans son coin et qu'il avait appelé ses copains derrière, ouais, vous savez, j'ai fait tel chrono, c'est pas une performance. La performance, elle est à ce moment-là. Donc il y a une coopération qui se crée. Là, la coopération, c'est que tous sont d'accord pour dire waouh, c'était un truc chouette et on a envie d'aller avec toi à ce moment-là. Et puis chez Marcel Tartampion, ça va se finir là. Il va rentrer chez lui tranquillou et puis après, peut-être qu'il sera en antiphase le soir, peu importe. Mais chez les performants, ça arrive à se reproduire assez souvent. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y aurait un lien entre du coup la phylocognition et la performance? Eh bien non, le lien n'est pas évident entre la phylocognition et la performance. Justement parce que on peut très bien être phylocognitif intelligent ou phylocognitif performant et, disons, Albert Einstein, phylocognitif s'il en est, aucun doute, et performant. Il a pu montrer au monde ce qu'il avait dans le ventre. Il a pu révéler ses capacités. Ses capacités ont pu être montrées au monde. Phylocognitif, pas intelligent, pas performant, ça va être celui que vous connaissez, celui que je connais, dans votre réseau, parmi les vôtres. Celui ou celle dont vous savez qu'il ou elle est brillant, brillante, que vraiment ça mouline très très bien, mais que pourtant cette personne limite reste chez elle toute la journée en train de se prendre la tête sur des sujets, de dire mais non je suis pas d'accord, de dire et ne fait rien de ça. Donc au final c'est l'action qui va les différencier, ces personnes. C'est plus que l'action, c'est une action qui va trouver son public. Oui. Il y a vraiment une dimension sociale dans ce que je propose sur l'intelligence. Parce que là, par exemple, un génie, c'est quelqu'un qui est visionnaire, quelqu'un qui voit au-delà. Mais on peut être un génie méconnu, on ne peut pas être un performant méconnu, puisque la performance demande une validation de l'écosystème. Et ce que fait Roger Federer, peut-être que dans une tribu du fin fond de je ne sais pas quoi, la Papouasie, j'en sais rien, ça ne va pas trouver son public et on ne va pas le considérer comme performant. Il faut que son écosystème valide. Ok, donc c'est un ensemble de paramètres qui va le rendre performant au final. C'est ça. Ok. Et donc sur cette chaîne, je m'adresse principalement aux personnes qui ont un TDAH. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui ont un TDAH qui ont aussi un haut potentiel. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre la performance ou est-ce que le TDAH va influencer d'une quelconque manière cette performance en fait? Oui, alors je vous ai parlé de l'hyperactivité pour la performance. Ouais. Tous les hyperactifs ne sont pas performants, mais tous les performants sont des hyperactifs. Maintenant, il faut distinguer l'hyperactivité fonctionnelle de l'hyperactivité dysfonctionnelle. L'hyperactivité dysfonctionnelle, c'est celle qui va nous faire partir dans tous les sens, qui va, dans le cas du TDAH, être plutôt handicapante parce qu'on n'arrive pas à canaliser son énergie, on se disperse. Exactement. Ouais. Donc ça, je pense que votre public le connaît très, très bien et l'éprouve beaucoup. L'hyperactivité, si on l'utilise bien et qui peut devenir fonctionnelle, c'est déjà pas forcément l'instabilité motrice, parce qu'on a tendance à penser à ces gens qui sont des vrais piles électriques, qui bougent tout le temps quand on parle d'hyperactivité. Mais on peut très bien être un hyperactif hyper calme. L'instabilité motrice n'est pas la seule manière de se montrer hyperactif. Donc, quand on est hyperactif, le truc, c'est qu'on traite en simultané. On a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Et on y arrive plutôt bien à faire plusieurs choses en même temps.
Seulement, ce sont des choses qui ne sont pas, quand on se concentre, par exemple, et c'est pour ça que dans le TDAH, la difficulté, c'est de se concentrer en même temps, c'est qu'on Oui. peut faire plusieurs choses en même temps, sauf qu'on ne peut pas faire des choses qui mobilisent beaucoup de capacités attentionnelles, donc beaucoup de raisonnement. Quand on est dans le raisonnement, on ne peut faire que ça. Oui. Quand on est en train d'écrire un livre, j'en sais quelque chose. Quand on est en train de, je sais pas, d'apprendre ses tables de multiplication, quand on est concentré sur une tâche, quand on est en train de faire un apprentissage, par exemple, on ne peut faire qu'une seule chose. Notre cerveau, en fait, il traite 90 à 95% de l'information de façon inconsciente. Et seulement 5 à 10% de façon consciente. Et ces 5 à 10% qui sont plutôt à l'avant du cerveau nous servent à raisonner, à planifier, à se concentrer, à garder les choses en mémoire, etc. Donc ça, c'est justement les fonctions de raisonnement. Et ce que je dis, c'est que ces fonctions de raisonnement qu'on appelle souvent les hautes fonctions exécutives, elles sont en fait très rudimentaires parce qu'elles ne fonctionnent pas de façon fluide, comme tout ce qui est beaucoup plus de ce que Daniel Kahneman appelle le système 1, c'est-à-dire cette pensée qui va très vite, qui nous fait prendre des décisions très vite. Voilà. Et aujourd'hui, on valorise énormément cette pensée, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est mieux d'être un intellectuel ou de penser ou de montrer qu'on raisonne. On valorise énormément, à juste titre, parce que c'est une belle capacité qu'on a, la capacité de raisonner. Sauf que on dit que c'est ça l'intelligence, et je pense que les hyperactifs ont cette capacité de traitement en simultané qui est du système 1 davantage, et de justement faire des tâches qui sont peu consommatrices en énergie de façon simultanée. Alors je vous disais que, par exemple, écrire un livre, ce que j'ai fait, on ne peut que se concentrer là-dessus. Emmanuel Pierrat nous dit l'inverse, prouve l'inverse, parce que lui dit qu'il peut très bien écrire son livre en même temps qu'il regarde un documentaire, en même temps qu'il regarde ses messages sur son téléphone, et faire tout à la fois. Mais j'imagine que quand il est en train de penser à sa phrase, de rédiger sa phrase, il n'y a plus rien autour. Donc voilà, dans l'attention et la conscience, il y a quand même des frontières qui sont discutables. Donc l'hyperactif, lui, il a cette force-là de pouvoir traiter en simultané. Il a cette force-là de pouvoir être en conscience totale. Et il ne l'utilise pas beaucoup parce qu'on lui dit que c'est pas bien la manière dont il procède. On lui dit que sa pensée comme ça qui tire dans tous les sens, c'est pas une pensée logique, rationnelle, etc. On lui dit calme-toi, pose-toi, pose ta pensée. On rentre dans le moule au final. C'est ça. Et c'est un petit peu ce que je pourrais reprocher au système scolaire aujourd'hui, même si je trouve que vraiment on fait du bon boulot en France quand même au niveau de la scolarité, au niveau de ce qu'on offre à tout le monde. Mais je me permets de critiquer quand même. Je crois que ce qui est super, il y a peu d'endroits où je trouve qu'on raisonne de façon aussi, pour moi, esthétique qu'en France, aussi profonde qu'en France, je trouve, ou peut-être dans les pays francophones, parce que je crois que c'est aussi lié à la langue. En revanche, je crois qu'on en a fait un Graal, alors qu'à mon sens, le Graal, c'est d'arriver à la réalisation de soi, donc à la performance. Mais dans son domaine au final. C'est ça, dans son domaine, mais après, c'est pas forcément un domaine. Par exemple, Laurent Fiard, qui est aussi un des performants du livre. Donc, Laurent Fiard, c'est quelqu'un de chez nous, c'est un Lyonnais. Il a été patron du MEDEF là pendant 6 ans. Il vient juste de quitter son poste. Il dirige une société qui s'appelle Visiative et qui fait des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, vraiment, il a vraiment créé quelque chose de grand. Donc, un performance, il en est. Eh bien, Laurent Fiard, sa société Visiative, elle s'occupe de numérique. Mais quand il est arrivé là, il ne connaissait pas plus, pas moins. Ça a été créé par une autre personne, Visiative, et ils se sont associés avec Christian Donzel, et ils ont amené Visiative ensemble là où elle est. Donc quand il est arrivé chez Visiative, il n'était pas particulièrement féru de numérique.
Aujourd'hui, j'imagine, je sais qu'il aime ce qu'il fait, mais c'est pas une passion pour le numérique qui l'a fait arriver là. Donc c'était plutôt une passion pour être un bon commercial, pour vendre, etc. Et ça il a ça dans son ADN. Donc c'est très intéressant ce que vous dites quand vous dites dans son domaine, parce que c'est pas forcément, c'est pas parce que je sais pas, on va être un super dessinateur et aimer le dessin qu'on va se réaliser là. L'obsession des performants, c'est le dépassement de soi, c'est d'aller plus loin, c'est l'excellence, mais la belle excellence, c'est pas l'excellence de l'élite, on s'en fiche de ça. C'est vraiment se pousser soi-même dans ses retranchements. Ils ont tous cette idée-là, que ce soit exprimé de cette façon-là ou pas, il y a chez tous les performants cette idée-là. Donc les hyperactifs, pour revenir à eux, ou l'hyperactivité de façon plus générale, c'est un moteur de la performance. Quand on est hyperactif, on arrive à être dans cette conscience totale et on arrive aussi à faire la différence parce qu'on a cette énergie. Il ne faut pas oublier que quand j'utilise cette métaphore de la résonance qui, à mon sens, parle vraiment des performants, de l'intelligence et donc à son plus haut niveau, la performance. La résonance, qu'est-ce que c'est? C'est une accumulation d'énergie. Quand vous poussez la balançoire la première fois, il va falloir... pousser fort pour la lancer. Oui. Exactement. Et puis, quand elle a trouvé quand elle entre en résonance et qu'elle a trouvé vraiment son balancement idéal, il n'y a plus besoin que de donner une petite pitchnette. Voilà, on accompagne tout doucement et même avec le petit doigt, ça pourrait fonctionner presque. Et il n'y a pas besoin d'autant d'énergie. Pourquoi il n'y a pas besoin d'autant d'énergie? Parce que la balançoire a accumulé de l'énergie et c'est, selon le terme que je propose, c'est puissantisé. Hein. Elle a pris de la puissance, elle est montée en puissance et elle a accumulé de l'énergie. Quand on est en performance, c'est ça. C'est que petit à petit, ou rapidement, peu importe, on a accumulé de l'énergie. Et cette énergie, c'est une énergie hyperactive. Et à la fin, ça va vite. À la fin, ça balance. Donc les hyperactifs ont ça presque naturellement en eux. Oui. Donc il faut qu'ils puissent l'utiliser, cette hyperactivité, et qu'ils arrêtent d'en avoir honte. Et qu'on arrête de leur dire que c'est une honte et qu'il faut qu'ils se calment. D'accord. Et au final, oui, pour l'utiliser, il faut arriver à trouver son domaine, entre autres. Ce pourquoi on est au final naturellement bon, Oui. entre parenthèses. Oui. Et donc, vous, quels seraient vos conseils en fait à une personne qui serait hyperactive, aurait un TDAH, qui voudrait trouver, qui est en recherche en fait de ce domaine, qui n'a pas forcément, qui a connu beaucoup d'échecs au cours de sa vie, car elle n'a pas trouvé ce domaine, et quels seraient vos conseils pour qu'elle puisse le trouver? En fait, je vous ai parlé de flair, d'intuition, de sentir les choses. Et ma réponse, elle va paraître pas très scientifique, mais je crois qu'elle l'est quand même, c'est d'aller flairer un peu partout, plein d'écosystèmes différents, et de voir où, le plus souvent, on se sent plus chez soi, on sent le plus que ces idées coulent facilement, justement, Que qu'on tout est est à l'aise aligné dans au son final. corps, etc. D'accord. Exactement, que les planètes sont alignées. Ça peut être des pays. Vous et moi, on pourrait avoir une conversation, comme on peut en avoir une dans un groupe d'amis. On va dire « Ah, moi j'aime bien tel pays. Et pourquoi tu aimes bien tel pays ?» Je sais pas, je m'y sens chez moi. C'est incroyable quand j'y vais. J'ai l'impression vraiment de me retrouver moi-même. Et ça va dépendre d'une culture, de type de gens qu'on va rencontrer, avec lesquels on va se sentir bien. Il y aura plus dans ce pays de personnes avec qui on va se sentir bien, bizarrement. Et ça dépend de plein de choses, ça peut aussi dépendre du climat, etc. Mais c'est tout un écosystème qui va faire que là, on se sent mieux. Et ça ne veut pas dire qu'on se sent bien tout le temps dans ce pays, mais en tout cas, on se sent mieux que dans d'autres pays ou que d'habitude quand on est chez soi. Et bien, de la même façon, je pense que pour trouver son écosystème, il faut bien sûr aller tester, mais il faut faire comme dans un pays, aller dans tel environnement, c'est pas forcément voyager dans d'autres pays, mais aller dans tel type d'environnement, alors là je vais caricaturer, mais c'est pour le bien de cette présentation, aller au pays des intellectuels et voir si on s'y sent mieux, aller au pays des manuels, et tester comme ça, tester découvrir au final. Découvrir, Okay. et voir si c'est simple, quand on voit que les idées coulent facilement, en général, c'est que ça va bien. Quand on voit qu'on peine et qu'on est là, bon alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà, et qu'on trouve plus à penser, qu'on sent que l'esprit accroche, en effet, alors là, alors si c'est une seule fois,
C'est peut-être la timidité ou autre chose. Donc il faut essayer plusieurs fois, mais globalement, on peut passer. Mais quand là, on se dit waouh, j'ai vraiment. Ça y est, j'ai l'impression que ce sont les miens, ces gens-là. Alors on se dit que soit on peut reproduire chez soi ou dans son propre écosystème, essayer de reproduire un petit peu les éléments qu'on a trouvés ailleurs, soit essayer d'aller dans cet ailleurs. D'accord. Alors, nous sommes dans une société qui, actuellement, en fait, nous pousse à devenir plus performants dans peu importe le domaine, au final, qui nous pousse à rechercher cette performance en permanence. Et est-ce que vous pensez que actuellement, nous devons obligatoirement être performants pour se sentir épanouis? La réponse est oui. Je pense qu'on le doit. Mais je pense que la société nous pousse à être performants, c'est vrai, mais de façon assez paradoxale. Pourquoi? Parce que d'un côté, la société nous dit, il faut, comme vous l'avez dit, entrer dans le moule, être interchangeable. Vous arrivez dans un travail, il faut que vous remplissiez une fiche de poste. Oui. Alors pourquoi? C'est logique, hein, pourquoi on doit pouvoir remplir tel et tel critère du profil de poste, de la fiche de poste? C'est parce que si un jour on s'en va, si on est une personnalité incroyable, si on est Un élément indispensable. Et ben voilà, du coup quand on s'en va, on ne peut pas être remplacé. Donc l'idée c'est que tout le monde remplisse à peu près les mêmes critères. C'est une idée tout à fait louable, que tout le monde remplisse les mêmes critères, et comme ça, il n'y a pas de problème quand la personne s'en va. Sauf que plus on a poussé cette façon de fonctionner dans sa logique, et plus on a fait des gens qui étaient interchangeables et qui justement, on ne leur demandait pas spécialement d'être performants, on leur demandait juste de remplir tel et tel critère, d'avoir telle et telle capacité, de savoir compter pour le comptable, de savoir voilà. Et puis après, on s'est dit ah bah tiens, merde, on en a fait des robots quand même. Ouais, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, et puis je vois qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que l'autre veut, etc. Alors on va rajouter une option, on va rajouter l'option soft skills. Donc on va mettre les soft skills qui sont ces capacités, ces capacités relationnelles. Et donc comme ça, ce seront des robots humains quand même. Donc je plaisante, mais je plaisante qu'à moitié parce que voilà, on veut que les gens soient performants, mais en fait pourquoi ils ne peuvent pas être performants? Parce qu'ils sont malheureux, simplement. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a une étude qui a été, dont le magazine Challenge a parlé il y a quelques temps de ça, quelques années je crois, mais pas tant que ça, qui a montré que 80%, il n'y avait pas une étude comme ça? 80%, 91%, il y a 91% de gens qui disent être moyennement heureux à carrément malheureux au travail. 91% des gens. Hein, donc moins d'une personne sur 10 est heureuse au travail, c'est quand même incroyable. Et on accepte, et on dit bah ouais, comment ça va? C'est comme ça. Voilà, comme je peux, ouais, ça va plutôt bien, mais on n'a pas des gens qui disent waouh, je suis contente de faire ce que je fais au quotidien. Donc comment on peut être performant dans ce cadre-là? Alors bien sûr que la société nous demande d'être performant, mais est-ce qu'elle l'est? Je ne suis pas sûre. En tout cas, notre société française, je ne suis pas sûre. Alors bien sûr, ponctuellement, on a des licornes, on a des entreprises qui font des choses extraordinaires, on a des individus qui font des choses extraordinaires, mais globalement, on a quand même une société dont on peut dire, c'est un peu tarte à la crème, mais dont on peut dire qu'elle est malade, avec des gens qui ne sont pas heureux d'être là où ils sont, en tout cas sur le plan professionnel. Et qui donc, étant donné que ce qu'ils font, vu qu'ils sont des numéros, vu qu'ils sont interchangeables, vu qu'on leur demande de seulement remplir certains critères, mais pas de trouver du sens dans ce qu'ils font, ce qu'ils font n'a pas de sens pour eux. Et quand vous interviewez les gens pour savoir ce qu'ils aimeraient comme travail, quel travail serait chouette pour eux, le travail qui serait chouette pour eux, la grande majorité des gens ne vous parlent pas d'argent, ils vous parlent de sens. Ils vous disent, ce sera un travail qui pour moi aurait du sens, qui ferait sens pour moi. Et quand on vise la performance, on ne vise rien d'autre que le sens, que donner du sens à son existence, que donner du sens à ce qu'on est en train de faire. C'est ça la performance, c'est donner du sens. Donc oui, je pense que notre société devrait chercher la performance, mais la performance dans le sens du sens. Je pense que, encore une fois, ça peut être Mère Teresa. Mère Teresa était une super performante. Nicolas Hulot est un super performant. Donc ça ne veut pas dire être forcément Donald Trump. Donald Trump est un super performant. Donc
ça va faire grincer des dents la plupart des gens. Pour moi, c'est pas une question de l'aimer ou pas l'aimer. Il faut faire la part des choses. C'est toujours pareil, c'est sûr. Oui, enfin, ça peut être, on peut être intelligent dans le sens de performant, on peut être le roi des intelligents dans le sens performant, selon ma définition de l'intelligence, et être détestable. En fait, on s'en fiche complètement. Mais ne me dites pas que Kim Kardashian n'est pas intelligente parce qu'elle n'a pas un QI élevé. Kim Kardashian, elle est ultra intelligente. Même si elle n'a pas un QI élevé, on n'a pas vérifié d'ailleurs, mais peu importe. En tout cas, Kim Kardashian est plus intelligente pour l'instant que vous et moi réunis. Ouais. Parce qu'elle réussit à créer une coopération autour d'elle, autour de son image. Alors pour elle, c'est autour de son image. Pour Mère Teresa, pour Nicolas Hulot, c'est autour de causes humaines ou écologiques. Pour Donald Trump, c'est autour d'une cause, est-ce qu'on pourrait dire capitaliste pour le dire vraiment rapidement. On s'en fiche du pourquoi. L'important, c'est quand on est en intelligence, on peut être admirable, pour moi on est toujours admirable, Donald Trump est admirable, même si pour moi ce ne serait pas un moment sympa d'être avec lui, mais en tout cas c'est quelqu'un d'admirable et c'est quelqu'un de profondément intelligent et donc performant, dans le sens où il arrive plus souvent que vous et moi à entrer dans cet état d'intelligence, dans ce moment où hop, tout déroule et le tapis rouge arrive sous ses pieds presque naturellement. D'accord. D'accord. Et donc au final, est-ce que le fait d'être performant va contribuer à avoir une bonne estime de soi? Je crois pas. En fait, je pense qu'on confond souvent l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est l'idée qu'on se fait de soi-même, de sa propre, Comment est-ce qu'on se voit au final? Oui, c'est la façon dont on se voit et dont on estime sa valeur, l'estime de soi. Donc, en ça, on peut être un super performant et toute sa vie avoir une mauvaise estime de soi. En revanche, la performance augmente considérablement, puis d'ailleurs c'est une boucle rétroactive. La confiance en soi augmente la performance, ses chances d'accéder à l'état de performance, et l'état de performance augmente la confiance en soi. Donc c'est un cercle vertueux. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité, ou le fait plutôt d'être d'arriver à s'imposer au monde, d'arriver à s'imposer quelque part. Je peux avoir une très mauvaise estime de moi, mais être capable d'arriver, de vous dire non, je ne suis pas d'accord, je vois les choses comme ça, d'affirmer mon point de vue, je sais pas, de passer devant les autres dans la queue du supermarché, ou au contraire de me battre contre quelqu'un qui est passé devant les autres, etc. Voilà, ça c'est la confiance en soi. C'est arriver à s'imposer, à prendre son espace vital et à prendre son espace sur la sphère, dans la sphère sociale. Ça, c'est la confiance en soi. On peut avoir une très forte confiance en soi et en même temps une très faible estime de soi. Et inversement, une très haute estime de soi et une très faible confiance. Comme on l'avait vu dans les phylocognitifs d'ailleurs. Exactement, avec les deux laminaires et profils. les complexes. Voilà. Les complexes ont plutôt tendance à avoir une faible estime d'eux-mêmes et une forte confiance en eux, parce qu'ils ont dû jouer des coudes pour y arriver, pour faire leur place dans le monde. Et puis, les phylolaminaires, eux, ont plutôt une bonne estime d'eux-mêmes parce qu'ils se sont construits sur des bases assez solides, ils sont plutôt reconnus par les autres, etc. Mais ils manquent de confiance parce que, en même temps, ils n'aiment pas non plus être mis en avant, ils n'aiment pas être dans la lumière. Alors, ils n'aiment pas, c'est très caricatural, mais en tout cas, naturellement, c'est pas ce vers quoi ils vont. Donc, voilà, ils ne travaillent pas non plus beaucoup leur confiance pour y aller et être devant tout le monde et faire les clowns comme les philo-complexes pourraient aimer le faire. D'accord. D'accord. Ben, écoutez, super. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Mais oui, vous avez raison. Bon, bah écoutez, si vous avez apprécié cette interview qui était géniale, vous pouvez, on peut retrouver votre livre, j'imagine, toujours, sur Amazon. On peut retrouver mon livre, oui, sur Amazon, la FNAC, absolument de partout. Toutes les bonnes librairies, je crois que mon livre y est, comme la formule. Et puis, me retrouver aussi sur les réseaux. Je communique beaucoup sur les réseaux, donc tous les réseaux, Facebook, Instagram, tous les liens seront en LinkedIn, description. Twitter, etc. Ça marche. Merci. Eh bien écoutez, je vous remercie Fanny d'être
d'être venu. Et puis je vous remercie, vous de votre côté, pour votre attention. Je vous dis à très vite et à la prochaine. Ciao.